merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir en fait de voir que cette question finalement elle touche beaucoup d'entre nous. Et on verra, hein, elle touche beaucoup d'entre nous au niveau professionnel, mais aussi parfois et souvent au niveau personnel. Donc comme l'a très justement dit Christian, ça fait plusieurs années que je travaille plutôt dans le domaine du sans-abrisme, avec le développement d'une équipe mobile qui tourne dans les différents hébergements d'urgence, mais je travaille aussi sur ces questions à travers des aspects de recherche et de formation. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de faire ces liens qui existent entre cette crise du crack, le sans-abrisme, la précarité, donc faire ces liens avec vous et donc vous exposer un peu tout ça en introduction. Donc, comme vous le savez, hein, la consommation de crack, ce n'est pas quelque chose qui peut être vu justement comme de manière isolée. Elle va s'insérer dans un cadre qui est beaucoup plus large. Ce cadre, c'est quoi? C'est celui de la gestion de la précarité. Cette substance, comme d'autres produits, elle est souvent utilisée comme mécanisme de survie par les personnes dans des contextes de vie extrêmement difficiles. On observe souvent, depuis passablement d'années, de temps, sur nos terrains, comment le produit, finalement, il vient créer une forme de désocialisation et d'exclusion sociale, mais aussi comment cette exclusion sociale, cette désocialisation, elle vient parfois engendrer également une consommation. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe chez nos bénéficiaires, chez nos usagers. Et tout ça, en fait, ça s'inscrit justement dans le contexte global de la précarité. Comme vous le savez déjà, la précarité, elle englobe différents aspects socio-économiques qui vont bien au-delà du manque de ressources financières. D'accord ? On ne parle pas de pauvreté relative, on ne parle pas d'un seuil, on parle vraiment de la précarité avec différents objets sociaux. Et donc, elle va inclure l'isolement social, l'absence de soutien familial ou communautaire, et une difficulté aussi d'accès aux services de base, d'accord, socio-sanitaires. Le sans-abrisme, là-dedans, il vient également s'inscrire. Et en fait, le sans-abrisme, c'est quoi ? C'est à la suite de tout un processus de précarisation créé par ces différents facteurs. Et en fait, le sans-abrisme, il va marquer quoi ? Il va marquer l'entrée dans la grande précarité. Ce qu'on appelle la grande précarité, finalement, c'est quoi ? C'est le sans-abrisme avec tous les facteurs qui composent ce concept-là. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les politiques actuelles tendent plutôt à réagir aux symptômes visibles de la précarité, donc aux crises. Donc, par exemple, comme on disait, le sans-abrisme, dès qu'on a des personnes dans la rue, on va essayer de réagir politiquement à cette crise-là. La consommation de substances sur des scènes ouvertes, comme on le voit actuellement. Et en fait, on va plutôt réagir à ces symptômes plutôt qu'à des causes sous-jacentes. Et en fait, ça conduit à quoi ? Ça conduit à des interventions qui sont fragmentées, très souvent insuffisantes, et les réponses, elles vont le plus souvent venir, comme on peut l'observer, et elles vont être amenées par le milieu associatif et par les terrains de ce qu'on appelle l'urgence sociale. Et c'est là où je pense qu'à l'heure actuelle, et ces crises, justement, elles nous permettent de grandir et d'apprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on déplace le curseur. D'accord ? Il faut qu'on déplace notre regard sur ce qu'est cette grande précarité, pour intervenir justement plus en amont. Ça va inclure, forcément, c'est déjà aussi ce qui se fait en partie, des stratégies préventives qui vont inclure, qui vont pouvoir empêcher justement la chute dans une précarité sévère, mais aussi des consommations problématiques de substances comme le crack. Finalement, quand on se représente la grande précarité, on imagine quoi ? En fait, comme tout le monde, comme la population générale, ce qu'on voit plutôt, c'est les personnes fortement clochardisées. D'accord ? C'est un peu cette clochardisation, comme avec les consommateurs actuellement. Quand on voit qui se clochardisent, c'est là qu'on dit ils sont en grande précarité. Finalement, c'est que cet aspect visible-là, on va définir. Mais est-ce que la grande précarité, elle ne commence pas plutôt en amont ? Est-ce qu'elle ne commence pas déjà avant cette clochardisation ? On est actuellement dans des politiques, des institutions qui malheureusement amènent à une hiérarchisation et à une critérisation de cette précarité et de cette grande précarité. Et en fait, on hiérarchise, on critérie par rapport à différents facteurs, comme le statut légal, comme l'âge ou encore d'autres. Et en fait, c'est cette hiérarchisation et cette critérisation qui vont amener à une forme de fabrique de la précarité. D'accord ? Dès lors, ça va restreindre l'accès à certaines personnes aux prestations existantes à cause de cette critérisation.
On sait que la consommation de crack aujourd'hui et le sans-abrisme, c'est souvent extrêmement lié. D'accord ? Ça va former une forme de cycle de désocialisation et d'exclusion sociale. La consommation de crack, elle peut être vue comme un symptôme et une cause de désocialisation. Elle est souvent utilisée, et ça vous le savez, pour échapper à une réalité de la vie dans la rue, mais elle peut aussi aggraver l'isolement social et les barrières à la réintégration. Le sans-abrisme et la consommation, en fait, ils vont s'alimenter mutuellement. Les conditions de vie précaires, elles vont rendre plus difficile l'accès à des traitements efficaces et un soutien stable, tandis que la consommation elle-même, elle va compliquer la recherche ou le maintien d'un logement et l'insertion sociale, tout en favorisant, encore une fois, l'exclusion, ou alors, comme on peut aussi l'observer, une socialisation plutôt par la marge, d'accord ? Plutôt avec des personnes qui sont eux aussi désinsérées ou socialement exclus. On va aussi remarquer des facteurs aggravants, comme l'accès limité aux services socio-sanitaires, et tout ça, en fait, ça va venir exacerber la situation de précarité de ces personnes. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité vraiment, et ça, on le sait depuis des années, on n'a rien inventé, on n'invente pas la roue, on le sait depuis des années que toute l'importance de l'aller vers. D'accord ? L'aller vers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les équipes mobiles qui vont à la rencontre des personnes là où elles sont pour établir un lien social, d'accord ? Pour diminuer l'impact que peut avoir l'exclusion. Peu importe le milieu d'où ils viennent, peu importe les critères qu'ils ont, d'accord ? C'est des équipes mobiles, à l'instar de l'équipe développée aujourd'hui par Juliana et Tiffaine, et que vous connaissez, et qui va à la rencontre des personnes consommatrices. Finalement, c'est aussi ces équipes mobiles et cet aller vers qui va nous permettre de lutter contre la stigmatisation que vivent nos usagers et nos bénéficiaires. C'est une stigmatisation qui va venir impacter la capacité justement de ces personnes à accéder aux aides disponibles, mais aussi qui va venir exacerber cette désocialisation. Tout ça, c'est ce qu'on observe actuellement et qui vient nous confronter justement à des questions qui sont beaucoup plus profondes, comme la gestion qui est faite actuellement de la précarité. La présence de la consommation de crack sur l'espace public, en fait, elle nous oblige à repenser cette gestion. On ne peut plus fermer les yeux là-dessus, d'accord ? C'est visible, on le voit tous les jours, au quotidien, partout, et on doit venir repenser cette gestion de la précarité. Cette vision, en fait, elle nous interpelle sur notre capacité à fournir non seulement des réponses immédiates, mais aussi des solutions durables qui vont adresser les causes plus profondes de la vulnérabilité sociale. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut des interventions appropriées. Ça va nous pousser à réfléchir aux réponses qu'on peut apporter à ce public spécifique. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les politiques, elles doivent être conçues pour soutenir ces personnes de manière intégrée, tout en tenant compte de leurs besoins qui sont extrêmement complexes et très souvent interconnectés. Encore une fois, cette nécessité d'aller vers, mais aussi de pouvoir fournir des espaces de répit aux personnes, comme par exemple avec les lits qui sont proposés au passage de l'Armée du Salut pour le Quai Neuf depuis passablement de temps déjà. Pour aborder en fait efficacement ces problématiques, on doit tout simplement aller au-delà des interventions traditionnelles de l'urgence sociale. On doit se réinventer. Pour les soins, c'est pareil, on doit se réinventer. Et pourtant, le système de gestion d'urgence sociale, il est très souvent paradoxal. Bien qu'il soit conçu en fait pour répondre assez rapidement aux crises, et puis amener cette réponse, justement, en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il peut aussi prolonger des situations de précarité parce qu'il vient traiter uniquement les symptômes visibles de cette précarité et pas les causes sous-jacentes, comme je vous l'ai déjà dit. Et ça, en fait, souvent, ça va amener à une chronicisation de l'urgence sociale. Et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de développer des politiques qui vont favoriser une sortie de la précarité en mettant l'accent sur la prévention, l'insertion sociale et l'accès à des ressources stables et de long terme. C'est tout le défi que se propose aujourd'hui de relever l'association Première Ligne en fournissant le premier lieu de Housing First. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce Housing First ? En fait, ça veut dire une gestion de la précarité hors de l'urgence sociale. Ça veut dire un accueil inconditionnel qui est plus qu'essentiel. Ça veut dire fournir des services d'accompagnement socio-sanitaire qui n'exigent pas de la personne qu'elle soit prête ou qu'elle ait envie de changer immédiatement sa consommation et ses comportements et son rapport par rapport à ça. Le Housing First, en fait, ce qu'il veut, c'est fournir des services de soins communautaires qui soient multidisciplinaires, personnalisés et intégrés.
Et en fait, on va venir amener un soutien continu et adapté qui va comprendre des soins médicaux, une aide psychologique, un accès à des services sociaux. Et en fait, on va accompagner la personne à son propre rythme en respectant ses choix et ses besoins. Ce qui est aussi nécessaire aujourd'hui, c'est de renforcer le tissu social autour des personnes, de travailler également avec les familles, avec les amis, avec le réseau qu'elles ont autour d'elles. L'accompagnement, finalement, il ne doit pas se limiter à la seule fourniture d'un abri, d'accord ? Il doit être un soutien, finalement, qui est constant, qui va aider les personnes à gérer leur consommation, à accéder des traitements s'ils le souhaitent, et à explorer les voies de réintégration qui sont possibles avec ce qu'ils ont autour d'eux. Et en fait, pour ça, on le sait, hein, on parle tout le temps de ça, il faut une collaboration, une coordination dans le réseau, une connaissance dans le réseau, de la formation qui permettent finalement d'établir un filet protecteur autour de la personne et de l'usager. En conclusion, c'est clair que la gestion de la consommation de crack et la grande précarité, ça demande une approche qui est profondément humaniste. D'accord ? On doit dépasser les réponses d'urgence immédiates, on doit adopter des stratégies qui reconnaissent et qui respectent la complexité des besoins et des vies et des parcours de vie de ceux qui sont touchés par ces problématiques, et en fait, qui sont parfois générés, malheureusement, et il faut le dire, par les politiques et par les institutions publiques. On doit réorienter notre regard et nos politiques justement pour traiter les causes profondes de la précarité avant qu'elles se manifestent sous ces différentes formes. Il est nécessaire d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les personnes concernées, dans la conception et dans la mise en œuvre de ces interventions et de ces politiques. C'est nécessaire, encore une fois, de sensibiliser les différents acteurs socio-sanitaires, mais aussi la population générale, ce qui fait très bien en première ligne, d'accord, d'avoir des espaces de parole, parce que c'est des sujets qui font peur, c'est des sujets qui peuvent provoquer de l'insécurité, et il est nécessaire justement de parler de tout ça pour pouvoir enlever ces différents préjugés. Et c'est aussi nécessaire, finalement, de, comme je vous le disais, de favoriser la participation des usagers, mais également des familles, d'intégrer les personnes concernées dans les prises de décision, pour pouvoir adapter les services au mieux à leurs besoins, mais aussi à ceux de leur entourage, pour favoriser l'inclusion et limiter les risques d'exclusion sociale, et en fait, tout simplement, lutter contre cette grande précarité. Malheureusement, parfois, même si on veut être présent, même si on veut être là, même si les amis veulent être là, la famille veut être là, et parfois il faut instaurer une distance. Parfois il faut se séparer au détriment du lien qui permettrait de préserver de l'exclusion. Et c'est sur ces paroles en fait que je vais céder la parole à une personne dont on a la chance d'avoir le témoignage aujourd'hui et qui vient nous parler justement des familles et du vécu personnel face à ces questions. Merci beaucoup.